chers élèves. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches et vos amis. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude des sources de financement. Rappelez-vous que les deux dernières séances étaient consacrées au choix d'investissement. Bien sûr, une fois l'investissement est réalisé, on va collecter des informations sur les sources de financement. Rappelez-vous que l'investissement se traduit par l'acquisition d'immobilisation, se traduit par l'acquisition de biens durables qui seront utilisés durablement. Il s'agit bien sûr d'emplois stables et par conséquent, il est normal qu'ils soient financés par des ressources permanentes, par des ressources stables ou des capitaux permanents. Donc, ces ressources de financement de l'investissement, on va les regrouper en deux ensembles, ou sous-ensembles, les sources internes et les sources externes. On va examiner les sources internes et ensuite les sources externes. Donc, on va commencer par les sources internes. Qu'est-ce qu'on entend par source interne? Il s'agit de ressources sécrétées, de ressources provenant de l'activité de l'entreprise. On parle alors de financement interne et on peut citer l'autofinancement qui est sécrété par l'activité courante de l'entreprise, ce qui est égal aux bénéfices non distribués, bien sûr, ajustés par les charges et les produits calculés. Ce bénéfice non distribué sera ajusté par les charges non décaissables et par les produits non encaissables. Il faut se rappeler que les anciennes immobilisations seront cédées et leur prix de cession va servir à financer totalement ou partiellement les nouvelles immobilisations. La valeur acquise ou valeur définitive, c'est le capital constitué par un ou plusieurs versements, un ou plusieurs placements. Donc, on va voir ensemble chacune de ces ressources internes. On va commencer par la principale ressource interne, à savoir l'autofinancement. Donc, l'autofinancement représente la partie des ressources internes non distribuées. L'autofinancement représente ce qui reste des ressources internes après la rémunération des associés, c'est-à-dire après le versement des dividendes. L'autofinancement est égal à la capacité d'autofinancement, la CAF, et on va retrancher de la CAF les dividendes, c'est-à-dire les dividendes de la rémunération des associés. Qu'est-ce qu'on entend alors par CAF? La capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, ou cash flow, si vous voulez, d'exploitation, constitue un excédent, constitue un surplus monétaire annuel dégagé par l'activité courante de l'entreprise qui, d'ailleurs, la CAF, la capacité d'autofinancement, constitue la principale ressource interne. On va voir ensemble comment cette capacité d'autofinancement, ces cash flows d'exploitation seront calculés. Donc, on va expliquer ça à travers une activité chiffrée. L'activité d'exploitation d'une entreprise donne naissance à des charges. Rappelez-vous que les charges sont logées dans les comptes de la classe 6, et les produits sont logés dans la classe 7. Les charges, tous les comptes qui commencent par 6, et les produits, tous les comptes qui commencent par 7. Donc, on va faire le total des charges 745 000 et le total des produits. Si on fait total des produits moins total des charges, on trouve le résultat d'exploitation. Total produit moins total des charges, 892, c'est le total des produits, moins la totalité des charges, 745, ça nous fait un résultat de l'exercice de 147 000. À ce niveau-là, vous faites attention, il ne faut pas confondre entre résultat de l'exercice. Le résultat de l'exercice, il faut tenir compte de toutes les charges et de tous les produits et la capacité d'autofinancement. Et pour la distinction principale, c'est que le résultat, on va tenir compte de toutes les charges et de tous les produits. Par contre, lorsqu'il s'agit de CAF, c'est un excédent de trésorerie, c'est un surplus monétaire. On doit tenir compte uniquement des encaissements, des recettes et des décaissements. Donc, il y a une différence énorme entre un résultat de l'exercice et une capacité d'autofinancement. Donc, je vous rappelle encore une fois que le résultat, c'est le total des produits moins le total des charges, c'est-à-dire les comptes de la classe 7 et les comptes de la classe 6. Au niveau de la classe 7, vous voyez bien que les produits de la classe 7 sont regroupés en deux familles.
il y a les produits encaissables, c'est-à-dire les recettes, les produits qui donnent naissance à une entrée d'argent, et il y a des produits où il n'y a pas de recettes. On parle de produits non encaissables. Donc les produits sont composés de deux sous-produits, les produits encaissables, les recettes, et les produits qui ne donnent pas naissance à des recettes. Pour les charges aussi, on va voir ensemble de quoi sont composées les charges. Les charges, on va regrouper les charges qui donnent naissance à des décaissements, à des dépenses ensemble. Ce sont des charges décaissables, décaissement de fonds, et il y a des charges non décaissables, pas de dépenses. Pour mieux comprendre ces concepts de produits et de charges encaissables, non encaissables, décaissables, non décaissables, on va citer quelques exemples pour bien saisir ces notions. Donc, on a dit que les produits encaissables entraînent des recettes. C'est une entrée d'argent. Donc, les loyers, les intérêts, les commissions encaissées ou perçues par l'entreprise. La vente de biens et de services donne naissance à des recettes. Cependant, il y a des produits qui ne génèrent pas, qui ne donnent pas naissance à des recettes, à savoir les gains sur cession, les plus-values de cession. Pour les charges décaissables, c'est-à-dire les charges génératrices de dépenses, les loyers, les intérêts, la prime d'assurance, les salaires, etc., les commissions que l'entreprise va payer, ce sont des décaissements. Les achats de biens et de services donnent naissance également à des décaissements. Par contre, il existe des charges non décaissables. On parle souvent de charges calculées, on va les calculer, mais réellement, il n'y a pas de dépenses, telles que principalement la dotation aux amortissements. Rappelez-vous, la dotation aux amortissements, c'est une charge, certes, mais c'est une charge non décaissable. La dépréciation que va subir certaines immobilisations, c'est une charge, mais non décaissable, c'est-à-dire elle ne se traduit pas par une sortie de fonds. Parmi les charges non décaissables, les pertes sur cession. Les pertes sur cession, c'est une charge non décaissable. Donc, on va voir ensemble comment on peut calculer la CAF. La CAF, rappelez-vous, on va tenir compte uniquement des recettes et des dépenses. Donc, on va faire la différence. Capacité d'autofinancement, c'est les produits encaissables, c'est-à-dire les recettes, moins les charges décaissables, c'est-à-dire les dépenses. Bien sûr, revenons à notre application chiffrée. Les charges, vous voyez bien que le total des charges est 745 000, mais dans ce montant, 745 000, il figure deux charges non décaissables, à savoir les 4 500 dinars, ce sont les charges nettes sur cession d'immobilisation, et la dotation aux amortissements, 50 000. Donc, 745 000, c'est la totalité des charges. Ce montant comprend deux charges non décaissables. Donc, pour les produits, le total des produits, également c'est la somme de tous les produits, mais ce montant de 892 contient un produit non encaissable, à savoir les produits nets sur cession d'immobilisation. Donc, on va calculer la capacité d'autofinancement de deux façons différentes, de deux méthodes différentes. Première méthode, à partir des éléments encaissables et décaissables, c'est-à-dire on va faire produits encaissables, recettes moins dépenses. De quoi sont composés les produits encaissables? Rappelez-vous que total des produits, c'était 892. Mais dans ce total de produits, il y a un produit non encaissable qu'on va le retrancher. Vous voyez bien que les produits encaissables, c'est le total des produits, 892, moins les produits non encaissables, à savoir les produits nets sur cession. Une fois on a déterminé les produits encaissables, c'est-à-dire les recettes, on va passer au calcul des charges décaissables, des charges qui donnent naissance à une dépense, qui donnent naissance à des sorties d'argent. Les charges, le total des charges, 745 000, on va retrancher du total des charges, les charges non décaissables, c'est-à-dire on va retrancher 50 000, c'est la dotation aux amortissements, et on va retrancher les charges nettes sur cession d'IMO, 4 500 dinars. Ces deux charges constituent des charges non décaissables. Et nous, on s'intéresse uniquement aux charges pour l'instant décaissables. C'est pour cette raison qu'on a retranché, on a éliminé les charges non décaissables, et on trouve
la capacité d'autofinancement, l'excédent de trésorerie, le surplus monétaire généré par l'activité d'exploitation de l'entreprise. La capacité d'autofinancement peut être également déterminée en utilisant le résultat qu'on a tout à l'heure déterminé. Le résultat sera ajusté, sera rectifié si vous voulez. Le résultat déjà déterminé 147 000 dinars, on va ajouter les charges non décaissables. Les charges non décaissables, c'est-à-dire les dotations 50 000 et la charge nette sur cession, 10 mots, et on va retrancher les produits non encaissables, à savoir, dans notre cas, les produits nets sur cession, 10 mots, et on trouvera le même montant, la même capacité d'autofinancement. Donc, la capacité d'autofinancement peut être calculée de deux façons différentes. Vous voyez sur l'écran, soit en utilisant les encaissements et les décaissements, les recettes moins les dépenses, soit en prenant le résultat de l'exercice et on va l'ajuster. Donc, le même montant, quel que soit avec la première ou la deuxième méthode. La question qui se pose à ce niveau-là, à quoi va servir la capacité d'autofinancement? La CAF sera utilisée pour rémunérer les associés en versant des dividendes. On va utiliser la CAF pour investir, pour acquérir des biens durables. On va rembourser des dettes par anticipation. Et s'il y a un excédent, l'entreprise va bien sûr le placer. Donc, pour mieux saisir l'utilisation, on va schématiser. Donc, prenons notre exemple où l'entreprise désire distribuer 39 000 dinars de dividendes. Donc, quel sera le montant de l'autofinancement et à quoi pourra servir? Vous voyez, les 159 000 dinars, c'est la capacité d'autofinancement. Une partie sera réservée et versée sous forme de dividendes aux associés. Ce qui reste de la CAF après avoir payé les dividendes constitue l'autofinancement. L'autofinancement, c'est la CAF moins les dividendes versés aux associés. Donc, l'autofinancement va servir pour réaliser des investissements, pour rembourser les dettes par anticipation et placer, pourquoi pas, les excédents de trésorerie. Donc, si vous voulez bien, donc, on a vu ensemble comment cette CAF a été, cette capacité d'autofinancement a été utilisée. On va revenir au menu principal. Parmi les ressources internes, la valeur acquise. Qu'est-ce qu'on entend par valeur acquise? C'est le capital constitué par un seul ou plusieurs versements. Entre guillemets, on parle d'épargne. Dans notre cas, c'est une capitalisation, c'est la valeur acquise après quelques années de placement, bien sûr. La valeur future est composée par le capital initial plus les intérêts. Donc, 3 cas de figure sont possibles. D'ailleurs, on a prévu 3 applications. Le capital constitué par un seul versement, ça sera la première application. On va voir ensemble la première application. On a placé dans un compte d'épargne, donc on va calculer le capital constitué par un seul et unique versement. Calculer la valeur acquise d'un capital de 5 000 dinars placé dans un compte spécial d'épargne au bout de 4 ans de placement, après 4 ans de placement, et au taux d'intérêt de 5% l'an. Donc, on va mettre sur l'axe de temps la somme initialement placée, le capital initialement placé, c'est 0, 5 000, et on va aller de l'époque 0 à l'époque 4. On va voir ces 5 000 dinars après 4 ans de placement. Donc, c'est la valeur acquise ou la valeur définitive. Vous voyez, on va utiliser une table financière, la table financière 1. On va passer de l'époque 0 à l'époque 4, du présent au futur. On va utiliser la table financière 1. Vous faites attention, lorsqu'on parle de table financière 1, petit n, c'est le nombre de périodes. Dans notre cas, on a gardé le capital de 5 000 dinars pendant une période de 4 ans. Le taux d'intérêt de 5% et C0, c'est le capital initialement placé. 5 000 au bout de 4 ans, ça nous donne une valeur définitive, une valeur acquise. Donc, on va multiplier la somme de 5 000 dinars
Voilà. Donc, en utilisant la table financière, 5 000 dinars fois 1 plus i à la puissance 4, vous voyez sur l'écran le contenu de la table financière. Donc, 5 000 fois 1,215, 506. Ça nous donne une valeur définitive, une valeur, un capital constitué de 6 077,530. Donc, bien sûr, l'entreprise va percevoir un revenu, à savoir les intérêts reçus. Donc, le capital de 5 000 dinars placé va rapporter à l'entreprise des revenus, c'est-à-dire des intérêts perçus par l'entreprise, soit 1077 530. Donc, vous voyez bien qu'on a utilisé la table financière 1 lorsqu'il s'agit d'un seul placement, d'un placement unique. On va passer à la deuxième application où on va voir plusieurs capitaux. On va verser plusieurs capitaux. Donc, un capital constitué par plusieurs versements, et cette fois-ci, ce seront des versements variables. Donc, calculer la valeur acquise de 3 versements variables placés dans un compte spécial d'épargne à la fin de la 6e année et au taux d'intérêt de 5% l'an. Donc, on va placer 1000 dinars à l'époque 0, 3000 dinars après 2 ans et 2000 dinars à l'époque 4. On cherche à connaître le capital constitué à l'époque 6. Donc, 1000 dinars, on va la multiplier par 1 plus i à la puissance 6, puisqu'on va aller de l'époque 0 à l'époque 6. 3000 dinars de l'époque 2 à l'époque 6, on va aller vers le futur, donc on va multiplier par 1 plus i à la puissance 4. Vous voyez bien, c'est la table financière 1. Et les 2000 dinars, 1 plus i à la puissance 2. Donc, la valeur acquise à l'époque 6 ou la valeur définitive, on va utiliser la table financière 1. Rappelez que la table financière 1, petit n, c'est la période de placement. Donc, 1000 dinars fois 1 plus i à la puissance 6, plus 3000 dinars fois 1 plus i à la puissance 4, plus 2000 dinars fois 1 plus i à la puissance 2. Donc, on va consulter la table financière numéro 1, la première table financière. Vous voyez bien que 1000 dinars fois 1,340, c'est 1 plus i à la puissance 6. 3000 fois 1 plus i à la puissance 4. En bleu, c'est signalé sur la table financière. Et finalement, 1 plus i à la puissance 2 en consultant la table financière 1. Donc, finalement, la valeur acquise, le capital constitué après, à l'époque 6, s'élève à 7 191,614. Donc, on va traiter la troisième application. La troisième application, cette fois-ci, on va placer des versements, plusieurs versements, mais des versements constants, des versements identiques. Donc, calculer la valeur acquise de 3 placements constants placés dans un compte spécial d'épargne au taux d'intérêt de 5% l'an. Donc, vous voyez, donc 5 000 dinars à l'époque 0, 5 000 dinars la première année et 5 000 dinars la deuxième année. Donc, le nombre de versements, cette fois-ci, n, ce n'est pas la période de placement, c'est le nombre de versements. Dans notre cas, on a 3 placements identiques. On parle d'annuité, petit a, parce qu'il s'agit de versements annuels de 5 000 dinars au taux d'intérêt de 5%. On cherche à connaître la valeur acquise, le capital constitué à l'époque 3. Donc, on va utiliser la table financière 3 pour ramener les 5 000 dinars, 5 000 dinars et 5 000 dinars, pour ramener les 5 000 dinars à l'époque 2. La table 3 va nous permettre de capitaliser ces 3 versements à l'époque 2. Et on va aller de l'époque 2 à l'époque 3. La somme constituée à l'époque 2 sera retirée une année après. Donc, on va utiliser la table 1 pour passer de l'époque 2 à l'époque 3. Donc, finalement, Vn égale petit a. Petit a, c'est le montant de l'annuité qu'on a versé, fois la table financière 3 pour aller de l'époque 0 à l'époque 2. Et pour continuer à l'époque 3, on va passer par la table financière 1. On va chiffrer notre application. V3,
c'est-à-dire 3 versements, et non pas 3 années, 3 versements constants, fois la table 3, fois 1 plus i à la puissance 1. Je dis bien 1 plus i à la puissance 1, puisqu'on va passer de l'époque 2 à l'époque 3. Donc, en consultant la table financière, cette fois-ci la table 3, avec un taux d'intérêt i de 5%. Regardez que la table financière, 3,152,500, c'est le coefficient de la table financière multiplié par 1,005. Finalement, on aura une valeur acquise de 16 550,625. Donc, on a vu les 3 cas de placement. Dans le premier cas, c'était des versements constants. Le deuxième cas, c'était plusieurs versements variables. Et le troisième cas, revenons au troisième cas, c'était, si vous voulez, plusieurs versements, mais des versements, on a vu que c'était des versements constants. Donc, on va revenir aux ressources internes. Parmi les ressources internes, on trouve également le prix de cession. Donc, le prix de cession, les anciennes immobilisations seront cédées et le prix de cession de ces anciennes immobilisations va servir pour financer soit la totalité, soit partiellement les nouvelles immobilisations. Donc, cession au début de l'année 2020 d'un ancien camion acquis il y a quelques années pour 75 000 dinars. La somme des amortissements pratiqués jusqu'au jour de la cession s'élève à 50 000 dinars. À l'occasion de cette cession, l'entreprise a réalisé une plus-value, c'est-à-dire gain sur cession, de 3 000 dinars. Calculer le prix de cession de ce camion. Donc, le prix de cession va passer par le résultat de cession. Le résultat de cession, c'est le prix de cession moins la VCN. Rappelez-vous que la VCN, c'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Un équipement ayant une valeur d'origine de 75 000 est amorti, le jour de la cession est amorti de 50 000, donc une valeur comptable nette de 25 000 dinars. Donc, le prix de cession est égal au résultat de cession plus la valeur comptable nette. Le résultat de cession, dans l'énoncé, il stipule qu'il a réalisé un gain de 3 000 dinars plus la VCN de 25 000 dinars, d'où un prix de cession de 28 000 dinars. Ainsi, on a on a examiné toutes les ressources internes. Je récapitule. Les ressources internes sont constituées par l'autofinancement, et on a vu comment on calcule l'autofinancement et la capacité d'autofinancement, la valeur acquise des placements, les excédents placés, le prix de cession des anciennes immobilisations. Il s'agit de ressources internes. On va passer pour l'instant aux ressources externes composées par l'apport des associés, par les emprunts bancaires et par le crédit bail. Donc, on va voir la définition des ressources externes. Qu'est-ce qu'on entend par ressources externes? Il s'agit de ressources étrangères à l'entreprise qui représentent le financement externe tel que l'apport des associés, soit à la création de l'entreprise ou au cours de l'activité, les crédits bancaires, les emprunts bancaires ou encore le crédit bail. On va examiner chacune de ces ressources externes. Donc, l'apport des associés. L'apport des associés est composé et constitué par les apports réalisés par les associés, soit à la création de l'entreprise, c'est dans le cadre de la constitution du capital, ou encore au cours de l'activité de l'entreprise, et ça sera dans le cadre d'une augmentation de capital, un nouvel apport réalisé par les associés. Rappelez-vous qu'il s'agit bien sûr de ressources stables, de ressources à long terme. Donc, ces ressources, l'apport des associés, le capital, plus le capital de l'entreprise est important, je vous rappelle que plus le capital, plus les capitaux propres sont importants, et notamment le capital est important, l'entreprise est autonome financièrement. Pour les tiers, ça représente une garantie. Donc, deuxième ressource externe, c'est l'emprunt bancaire. Donc, l'emprunt bancaire, c'est un crédit obtenu par les entreprises, demandé par les entreprises auprès des institutions financières, auprès des banques. Bien sûr, moyennant le paiement d'intérêts, moyennant le paiement des versements annuels composés, ces versements annuels,
par des fractions. Le remboursement de l'emprunt peut avoir lieu soit par un remboursement fractionné, sous forme de fraction, c'est-à-dire chaque année, l'entreprise va payer une annuité parce qu'il s'agit de versement annuel. Chaque année, l'entreprise va verser une annuité. Cette annuité est composée d'une fraction de l'emprunt, d'une tranche de l'emprunt. Cette tranche ou cette fraction est appelée amortissement, auquel il faut ajouter bien sûr des intérêts. La première modalité, c'est un remboursement fractionné. Chaque année, une tranche. Le remboursement de l'emprunt peut se faire aussi en intégralité, c'est-à-dire en bloc. L'emprunt sera remboursé en totalité à la fin de la durée de remboursement. Donc, on va examiner ces différents cas. Le premier cas, c'est le remboursement fractionné. Donc, dans ce cas, l'entreprise va payer l'amortissement, c'est-à-dire une fraction, une tranche de l'emprunt, plus les intérêts. Les deux ensemble constituent annuité. On parle d'annuité parce qu'il s'agit de versement annuel. Vous voyez sur l'axe de temps, le montant emprunté initialement V0, le montant de l'emprunt, chaque année, une tranche de l'emprunt A1 plus I1. L'amortissement de la première année plus les intérêts de la première année. L'amortissement de la troisième année plus les intérêts de la troisième année. Et ainsi de suite. L'amortissement, par exemple, de la cinquième année plus les intérêts de la cinquième année. Chaque année, l'entreprise va payer une annuité. Je vous rappelle que lorsque le remboursement est fractionné, deux modes de remboursement sont possibles. Soit les amortissements sont constants, soit le remboursement se fait par des annuités constantes. On va voir la différence entre les deux modes de remboursement. Prenons l'exemple d'un emprunt de 100 000 dinars, remboursable sur 5 ans au taux d'intérêt annuel de 10%. Voici le tableau d'amortissement de l'emprunt. Il est composé, la première colonne, c'est le capital restant dû au début de la période, la dette, si vous voulez, qui reste à rembourser au début de l'année, les intérêts, une fraction de l'emprunt, l'amortissement, une tranche de l'emprunt. On va prendre le premier cas, le premier mode, amortissement constant. Les annuités, c'est l'intérêt plus l'amortissement. Et finalement, la dette à la fin de la période, le capital restant dû à la fin de l'année. Un emprunt de 100 000 dinars, remboursé au taux d'intérêt de 10%. Donc, on va multiplier le taux 10% par le capital restant dû, 100 000 fois 10%. Le montant de l'amortissement constant, rappelez-vous que l'emprunt est de 100 000 dinars et remboursable sur 5 ans, on va faire 100 000 dinars divisé par 5. Donc, c'est un amortissement constant, 100 000 dinars sur 5. Pour les autres années, il est le même, c'est un amortissement constant. L'annuité, c'est la somme de l'intérêt ou de l'amortissement plus les intérêts. Et finalement, le capital à la fin de l'année, c'est le capital au début de l'année, moins, vous faites attention, le capital au début, moins l'amortissement, moins la tranche, et non pas moins la fraction, et non pas l'annuité. On va retrancher l'amortissement. Il en est de même pour les autres années. Donc le capital, vous voyez bien que le capital à la fin de la première année, c'est le capital au début de la deuxième année. Il en est ainsi pour les autres années. Donc, c'était un amortissement, c'était un remboursement par amortissement constant. On va voir le deuxième mode. Le remboursement va se faire par des annuités, cette fois-ci constantes. Le même emprunt, mais avec une deuxième modalité. Le même emprunt, 100 000 dinars, le taux d'intérêt, 100 000 dinars, le taux d'intérêt de 10%, donc 100 000 fois 0,1, ça nous fait 10 000 dinars d'intérêt. L'annuité, cette fois-ci, c'est l'annuité qui sera constante. Donc, lorsque l'annuité est constante, on va prendre le montant de l'emprunt qui sera multiplié par la table financière 5. Je vous dis que la table financière 5, on l'utilise uniquement pour déterminer le montant de l'annuité lorsqu'elle est constante. La table 5, c'est la seule d'ailleurs utilité de la table 5 pour déterminer le montant de l'annuité constante. Les annuités sont constantes et tout à l'heure c'était l'amortissement constant. L'amortissement, on va retrancher, on va prendre l'annuité et retrancher
les intérêts. Donc, amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. On est au niveau de la première année. Donc, 16 379, c'est l'annuité 26 moins 10. Le capital restant dû à la fin de la première année, c'est le capital au début de la première année, moins, je dis bien, l'amortissement, la fraction qui sera remboursée, c'est-à-dire l'amortissement. 100 000 moins 16, ça nous fait 83 620, 250 millimes. C'est le capital restant dû à la fin de la première année. Le capital fin de la première année, c'est le capital au début de la deuxième année. Donc, c'est le même. Et ainsi de suite pour les autres années. Vous faites attention au niveau du calcul des intérêts de la dernière année. Donc, rappelez-vous que le capital à la fin d'une année correspond au capital au début de l'année de la prochaine année. Donc, le capital fin de la quatrième, c'est le capital au début de la cinquième. Pour calculer, l'annuité elle est constante. Pour calculer les intérêts, donc, vous faites attention, on va faire le capital au début de la cinquième année, c'est l'amortissement de la cinquième année, puisque la cinquième année, c'est la dernière année, donc c'est la dernière fraction. Donc l'amortissement de la dernière année, ce n'est que le capital au début de la dernière année. Il reste à calculer le montant des intérêts. On ne va pas multiplier le capital au début par le taux d'intérêt, mais plutôt on va faire la différence uniquement la dernière année. Je dis bien la dernière année. Donc, la différence, l'intérêt de la dernière année, c'est la différence entre l'annuité, si vous voulez, de la dernière année et l'amortissement de la dernière année. Vous voyez bien que pour calculer l'intérêt, on n'a pas multiplié le capital restant dû par le taux d'intérêt, mais plutôt on a fait la différence entre 26 000, c'est l'annuité, moins le montant des amortissements de cette dernière année pour avoir finalement un capital fin de la dernière année, fin de la cinquième année, un capital nul, vu que l'entreprise vient de rembourser la totalité de son emprunt. Donc, vous voyez que ces deux modes, dans le premier tableau, c'était les amortissements constants. Dans le deuxième tableau d'amortissement, c'était les annuités constantes. Dans les deux cas, annuité constante ou amortissement constant, le remboursement de l'emprunt était fractionné. Chaque année, on paye une fraction de l'emprunt plus les intérêts. Il existe une autre modalité de remboursement de l'emprunt, à savoir le remboursement en bloc, le remboursement intégral. Deuxième cas, remboursement intégral de la totalité de l'emprunt à la fin de la durée de l'emprunt. C'est-à-dire, on va emprunter 100 000 dinars et on va rembourser en bloc, c'est-à-dire en une seule fois. Le remboursement ne sera pas fractionné comme tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que la somme empruntée était de 100 000 dinars. Chaque année, on va payer uniquement les intérêts. Et vous remarquez bien que les intérêts sont constants. Rappelez-vous que les intérêts sont payables sur le capital restant dû. Vu que l'entreprise n'a pas remboursé, vu que l'entreprise ne va rembourser la totalité qu'à la fin de la cinquième année, donc les intérêts sont toujours calculés sur le capital restant dû. Et le capital restant dû, c'est 100 000 dinars. Donc, pas d'amortissement, pas de fraction. On ne rembourse que les intérêts chaque année, 10 000 dinars. À la dernière année, à la fin de la durée de remboursement de l'emprunt, on va rembourser la totalité, les 100 000 dinars, plus l'intérêt de la dernière année. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'amortissement, que le remboursement n'est pas fractionné. On peut résumer que le remboursement de l'emprunt peut se faire de deux façons différentes, soit par remboursement fractionné, soit par un remboursement intégral. Donc, ainsi, on arrive à la dernière ressource de financement, à savoir le crédit bail, le contrat, si vous voulez, de leasing. Le crédit bail, c'est un contrat de location à durée déterminée. Donc, l'entreprise peut se procurer l'équipement désiré sans pour autant disposer immédiatement du montant intégral du coût d'acquisition.
Donc, dans notre programme et dans un souci pédagogique, on va assimiler le crédit bail à un crédit, à un emprunt bancaire, mais auprès d'une société de leasing. Ainsi, on arrive au terme de cette séance. Merci pour votre attention. J'espère que ce cours vous a été utile et à la prochaine séance.